que j'ai transformé la difficulté en motivation. Et c'est là que j'ai pris le bon chemin. À l'école, j'étais très timide. Et donc, c'est un côté aussi que le sport m'a donné un peu plus de confiance, d'avoir un groupe soudé, solide. C'était autant important qu'avoir une équipe de qualité, de contribuer dans ce mouvement pour construire un pays plus juste socialement. C'est Mbappé, hein. On jette le ballon devant, il arrive. Je suis devenu l'ambassadeur de Paris FC. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass avec aujourd'hui, j'allais dire un invité exceptionnel, mais je pense que le terme n'est pas assez fort puisqu'aujourd'hui c'est une légende à plusieurs titres qu'on va recevoir. Monsieur Ray Souza Vieira de Oliveira dit Ray. Comment vas-tu Ray? Très bien, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là avec vous. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Ce qui va nous intéresser évidemment dans cette émission qui parle d'inspiration, de rôle modèle, ça va être tout ce que tu fais et que tu continues à faire en dehors du terrain. On a plein de sujets très intéressants à aborder ensemble. Maintenant, vous avez l'habitude, dans la seconde partie de cette émission, c'est le panel. On a un panel de choc qui va arriver aujourd'hui pour poser tout un tas de questions. Pour commencer, donc, est-ce que tu peux nous raconter dans ton enfance tes premiers amours avec le football? Bon, déjà, je crois que mes premiers amours, c'était par rapport au sport, c'était le sport en général. Mon père, c'était quelqu'un autodidacte. Il n'a pas eu la chance de faire des études. C'était quelqu'un de très intelligent, autodidacte. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais question intuitive, il a toujours donné la même valeur qu'il donnait aux études aussi au sport, dans la formation humaine, pas forcément comme au pro. Il n'a jamais pouvait imaginer que ses enfants pouvaient devenir des pros de l'équipe nationale du Brésil. Mais nous sommes six garçons. Et toutes les six, on faisait du sport. Peut-être qu'il n'aimait pas le foot, il faisait en sorte qu'il demandait qu'est-ce que c'était. Donc le sport, c'est déjà quelque chose qui faisait partie de notre univers. Et ça a devenu une passion, non seulement le foot, mais plusieurs sports. J'ai joué beaucoup au basket. Je jouais au basket, au foot en même temps, parce que j'avais un frère à moi très proche qui jouait au basket, qui a joué au basket pro. Pro. Et moi, je suis le petit dernier d'une famille de six garçons. Donc, je suis né déjà presque dans une équipe de futsal. Donc, à la maison, je voyais les ballons partout. Et après le déjeuner, par exemple, on jouait le ping-pong, tout le monde. Donc, ça faisait partie. Donc, depuis tout petit, le sport fait partie de ma vie. Et ça m'a beaucoup aidé dans la question de la socialisation, le rapport, aussi l'autostime aussi de soi. Donc le sport a toujours fait partie de ma vie. Il y a un côté du sport qui passe beaucoup de valeurs, mais en même temps avec du plaisir. Donc j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Tu parles beaucoup d'inspiration, de ça. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Donc tu nous expliques, et ça c'est très intéressant, que ton père donnait autant d'importance aux études, aux qualités en tant que com, qu'au côté sportif. C'est quelque chose qui apparemment t'a accompagné tout au long de ta vie. Oui. Il a toujours fait en sorte d'essayer parce que lui-même, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités. Lui, il n'était pas bon dans le sport, mais il savait valoriser l'activité sportive pour nous. Et donc quand il choisissait une école, il voyait s'il y avait du sport, s'il y avait de la culture, aussi des activités, des arts. Donc il a toujours valorisé ce côté-là et ça nous a resté, ça nous a touché, ça a influencé tout moi et mes frères. Et je crois que le fait du sport fait partie de ma vie et a fait en sorte que moi aussi, dans ma vie quotidienne, dans mon rapport à des amis, ça a été toujours, ça passait toujours par le sport aussi. D'accord. Donc tu te mets au foot. Au Brésil, hein, on le sait tous, c'est une passion, c'est quelque chose, c'est un phénomène. Il y a beaucoup de concurrence forcément. Et tu gravis les échelons pour arriver quelques années plus tard au plus haut niveau national. À quel moment tu as senti ce déclic-là? Tu savais que ça y est, c'était ta voie? Bon, depuis tout petit, j'ai jamais joué, mais je savais pas. J'ai mesuré, je jouais pour le plaisir.
Après, des 10 ans jusqu'à 13 ans, j'ai joué foot et basket, Ok. de côté. Et moi, à partir des 14-15 ans, c'est un ami qui m'amène dans un club de foot. Même. Moi, j'adorais jouer, donc je voulais jouer des championnats. Mais j'avais pas, apparemment, je crois que c'est une exception au Brésil, bien sûr. Moi, j'imaginais pas être pro. J'adorais jouer pour le plaisir. Et à 15 ans, à peu près, à 15 ans, à un moment donné, je ne prenais pas au sérieux encore. Et il y a un dimanche, il y avait un match. Et moi, j'étais fatigué, je voulais pas. Aujourd'hui, je ne vais pas jouer là, je ne vais pas aller avec mon club jouer. J'ai téléphoné, je dis, oh, moi, je ne suis pas bien. Et il y a 10-15 minutes après, il y a le bus avec toute l'équipe qui passe chez moi, qui D'accord. klaxonne. Et là, je me suis rendu compte, je crois que j'ai un talent en plus. D'accord. Ah, il C'est voulait toute pas. l'équipe qui D'accord. vient et fait Ok, c'est drôle. qui veulent vraiment que j'aille. Et à partir de là, j'ai pris conscience, hein, que j'avais un talent au-dessus de la moyenne. Mais quand même, j'avais un esprit un peu hippie. D'accord. Je voulais sortir sac à dos, D'accord. partir voyager. J'étais un rêveur, moi. C'est une chose aussi qui a été le côté inspirant. J'ai toujours eu besoin aussi d'avoir des rêves, De l'ouverture aux de autres, au monde. l'ouverture de l'esprit, il faut connaître de nouveaux endroits. Et donc ça, c'était un peu incompatible au début de carrière, à 17 Mm. ans. Mais il y a une chose qui, moi, je suis marié de 17 à 18 ans, très très jeune. D'accord. Et à partir du moment que je me suis décidé de marier, un peu parce que c'était au Brésil à l'époque, hein, on a tombé enceinte, on a tombé, moi D'accord. et ma copine à l'époque, et on a décidé, comme on s'aimait bien, on va essayer. Et du jour au lendemain, là j'ai commencé, c'est la responsabilité. Ok. Je sais pas. Et ça m'a fait que, ça fait en sorte que moi, du jour au lendemain, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours. 2 ans après, bon, 1 an après, j'étais pro, 18 ans. Et 2 ans et demi après, j'étais déjà en équipe nationale du Brésil. D'accord. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que cette vie de famille et ces nouvelles responsabilités, quelque part, ça t'a pas affaibli, au contraire. Ouais. Ça t'a appris d'avoir un peu plus de rigueur et ça t'a servi à percer au plus haut niveau. Exactement. C'est une chose très importante pour quelqu'un bon, pour le sport, d'une façon, c'est le plaisir, c'est l'art aussi, c'est la créativité, le talent, mais aussi il y a le côté compétitif. Et pour être au haut niveau, il faut ce côté dans le bon sens, le compétitif dans le bon sens. Et moi, j'ai eu 2 choses. Déjà, ça, c'est la responsabilité très jeune. Et le deuxième, mon grand frère, Socrates, c'était 11 ans plus âgé que moi. Il était déjà en équipe nationale du Brésil, il était très connu dans le monde entier. Et, et donc, il y avait aussi cette comparaison ça a mis la pression un peu. Ouais, bien Moi, sûr. c'est le frère de Socrates, il faut qu'il soit bon aussi. Est-ce qu'il va être en équipe nationale? Donc, tout de suite, à 16-17 ans, il y avait cette pression. Et là, j'ai vu, et dans les deux raisons, là, la responsabilité et aussi cette pression, à un moment donné, je me dis, parce que je veux jouer pour le plaisir. D'accord. Cette pression très jeune, je ne savais pas. Et à partir du moment, il y a eu un déclic je me suis mis ça comme un défi. Quand Ok. j'ai pris ça comme un défi et un défi et un but aussi pour dépasser, je ne savais pas si ça allait être meilleur, égal ou moins bon que mon frère. Mais ça m'a mis la barre très haute D'accord. et ça m'a fait en sorte que ça est devenu. Et je crois que ça, que ça a resté pour ma vie. Donc aujourd'hui, bon, même après la carrière, on va parler après Bien sûr. les autres projets, mais ça m'a devenu quelque chose d'automatique. À chaque fois que je veux arriver à quelque chose, je mets ça comme un défi. Et ça a commencé très jeune. Donc dès que j'ai pris les difficultés, que j'ai transformé la difficulté en motivation, et c'est là que j'ai pris le bon chemin. D'accord. Ce que tu nous dis, c'est que plutôt que de subir une situation, une pression, Ouais. autant en faire un jeu et un objectif au final. Oui, je me rappelle, oui, pourquoi ça m'est arrivé, je sais pas, il y a des trucs. Mm. Et si tu sers, tu fais, ah non, je suis quelqu'un de pas chanceux, tout ça. Mm. Donc il y a des choses, parfois, des difficultés qui te rendent plus fort, et après, tu l'exploites.
Donc tu nous parles de la Seleção, il y a eu des titres au Brésil au niveau national entre-temps. Puis ça y est, un jour, tu es convoqué pour la sélection brésilienne. C'est le maillot que des illustres prédécesseurs. Il y a eu ton frère Socrates, Pelé évidemment bien avant. Qu'est-ce que ça fait ça, quand tu arrives avec ce maillot-là qui est mythique, qui est légendaire? Oui, bon, tous les enfants imaginent, au moins, ils rêvent, ils imaginent avoir porté le maillot de l'équipe nationale du Brésil. Et moi, moi, j'ai joué en équipe en Provence. Il y a 22 ans que je pars dans une grande équipe qui est São Paulo FC, qui ont gagné tous les titres. Mais j'étais en équipe nationale avant ça, quand j'étais une équipe de Provence moyenne. Donc je prends ça aussi avec une fierté, parce que c'est rare une équipe moyenne qui est directement en équipe nationale. Et le jour qu'on m'appelle, c'était à Wembley, à Londres. C'est mon premier match. Je ne m'attendais pas, parce qu'il y a un joueur qui n'a pas pu y aller. Et on m'appelle, j'étais en Provence, je ne m'attendais pas. Et en 2 jours, j'étais à Londres et j'allais le lendemain jouer pour l'équipe nationale du Brésil. Et je rappelle, j'ai mis le maillot pour l'entraînement de l'équipe nationale du Brésil. J'ai regardé à l'époque, il n'y avait pas de selfie, donc j'ai regardé le miroir. J'ai regardé le miroir, j'ai fait une photo. Mais j'ai regardé le miroir, en regardant aujourd'hui, c'était comme si, pour y croire, il fallait que je vois avec le maillot, parce que je ne revenais pas. Et donc c'était un tournoi, Angleterre, Brésil et Écosse. Je rentre au premier match, le deuxième match contre l'Écosse, je marque un but et je reviens dans ma ville en Provence. C'est toute la ville qui m'attendait. C'est ça, parce que là tu prends une dimension incroyable du coup. Qu'est-ce que ça change dans ta vie, ça? Bon, déjà, j'étais quelqu'un de très, très, très timide. J'en suis un petit peu, mais on apprend à développer de l'autre côté aussi. Mais donc, le premier impact, c'était déjà de fierté, mais au même moment d'être exposé. J'ai toujours un peu cette contradiction. Je dis, si jamais je fais mon boulot, c'est le foot, très 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 bien, je vais être très très exposé aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est encore pire. Il y a les réseaux sociaux, tout ça. Mais à l'époque déjà. Donc c'était quelque chose qui m'a toujours un peu, parce que j'étais à l'école, j'étais très très timide. Et donc c'est un côté aussi que le sport m'a donné un peu plus de confiance en soi. Et petit à petit, j'ai appris à gérer ça. Mais le premier impact, c'était un peu de fierté, mais en même temps avant, je pouvais aller à l'école, à l'université, que j'ai démarré l'université. Et du jour au lendemain, en Provence, comme j'étais en Provence encore, j'ai rentré à l'université, et tout le monde qui parlait, tout ça. Mais vite, on s'habitue. Et après, quand on veut bien continuer à avancer dans la carrière, il faut savoir gérer ça. Alors, les années passent, arrive la Coupe du Monde 94, tu es sélectionné, et puis vous allez au bout de ça, donc tu deviens champion du monde de football. Ça, c'était parce qu'au Brésil, le Brésil, le foot, c'est quelque chose qui touche notre fierté, notre fierté c'est la première chose du Brésil. Quand le Brésil était champion du monde en 58, c'était la première activité que le Brésil devenait le numéro 1 au monde. Okay. Donc c'était quelque chose, plus bien sûr, plus la culture de la rue, le foot, c'est tout ce qu'il a. L'importance, ça fait partie de notre culture, la façon de jouer. Et le Brésil a gagné la Coupe du Monde en 70. Et après, jusqu'à 94, on n'avait pas gagné. On a passé 24 ans sans gagner. Donc c'était quelque chose. Donc on devait la gagner. Et moi, en 91, je deviens capitaine de l'équipe nationale du Brésil. Donc pour mon père, il est très, très fier, parce qu'il y a le grand frère, Socrates, qui a joué en équipe nationale, qui était capitaine. Et moi aussi, je suis devenu capitaine. Lui, il disait peut-être qu'il peut avoir dans d'autres pays 2 frères qui ont joué en équipe nationale, mais pas 2 qui étaient capitaines. Donc pour lui, c'était une... Et donc de 91 à 94, donc je suis 3-4 ans presque capitaine de l'équipe nationale du Brésil. Donc j'ai aidé à construire ces projets. Okay. Et un des leaders du groupe qui devient champion du monde. Donc c'est qui me... Bien sûr que pendant la Coupe du Monde et après, quand on rentre au Brésil, la fête qu'il y a eu, c'est la chose qui m'a plus marqué, l'image qui m'a plus marqué. Mais celui que je suis plus fier, c'est d'avoir construit une équipe. Donc on a construit depuis 91 toute
un nouveau groupe, une nouvelle façon de gérer le groupe. Oui, moi j'étais le capitaine, donc je suis non seulement fier pour ce qu'on a fait pendant la Coupe du Monde, mais de construire un projet qui a abouti au sommet. Alors ça c'est intéressant parce que est-ce que tu penses que cette reconstruction à laquelle tu participes en tant que capitaine, elle est seulement liée à une différence de niveau entre les joueurs qui étaient convoqués, ou il y avait un peu du mental? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui a fait surtout que vous avez réussi à tout renverser derrière? Le niveau technique, c'était le même Ok. des 90. Même avant, au Brésil, il y a eu 82, 86, des grandes équipes qui ont marqué l'histoire de foot. Mais je crois que c'était là. Déjà, moi, je n'ai pas participé en 90 parce que j'ai été blessé. Mais le fait d'avoir cet échec en 90, certains joueurs qui ont continué dans l'équipe, il y avait 4 ou 5 très importants, qui étaient un peu touchés par ce côté négatif, mais qui les a rendus plus forts et à un niveau mental aussi. Donc quand on parle des échecs qui rendent forts, et d'autres qui sont arrivés, et avec une construction aussi des groupes. Voilà. Il y a la force mentale aussi des joueurs, les leaders, il y avait plusieurs, mais aussi on a construit petit à petit une personnalité, un caractère des groupes. Okay, des groupes. Donc, par exemple, il y avait Romario c'était la grande star, le buteur de l'équipe nationale du Brésil pendant la Coupe du Monde. Il arrive un peu plus tard, mais quand il arrive, il a senti qu'il y avait un groupe déjà fort. Donc, il lui donnait un toucher en plus des qualités, mais il y avait un groupe déjà très très fort. Donc, c'était l'importance. Et comme on ne gagnait pas la Coupe du Monde depuis 24 ans, plus passait le temps, plus il y avait des pressions. Donc il fallait l'importance d'avoir un groupe soudé, solide. C'était autant important qu'avoir une équipe de qualité. La différence. Donc la Seleção, évidemment, c'est une histoire d'amour. Je voudrais qu'on parle d'une autre histoire d'amour. J'allais dire avec ton arrivée au Paris Saint-Germain, mais corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que ton histoire d'amour, elle va plus loin. C'est peut-être même avec tout un pays, avec la France également. C'est vrai, c'était... Bon, je suis quelqu'un qui continue à être passionné pour la France et je crois qu'il est réciproque. À chaque fois que je viens, bon, il y a histoire d'amour avec le PSG et avec Paris d'abord. Mais petit à petit, je crois qu'on a commencé les gens ont commencé à me connaître un peu plus, à dépasser un peu le terrain. Et après, aussi, aujourd'hui, il y a plein de monde qui dit bon, moi, je supporte Bordeaux, Marseille, même Marseille. Les Marseillais disent mais toi, on a du respect. Ça, c'est quelque chose qui se tient bien au cœur. Mais il y a une identité aussi. Déjà, quelque chose, quand je suis arrivé, je voulais m'adapter dans ces pays parce que j'adorais. Moi, j'ai fait l'histoire. Je n'ai pas fini mes études universitaires, mais je commençais par l'histoire. Et l'histoire, la Révolution française, c'est quelque chose qui ça faisait rêver déjà. Donc, quand je suis arrivé ici, moi, j'ai réussi aussi. Donc, il y a eu toute cette histoire. Et petit à petit, les gens ont vu qu'en dehors de tout ce que je faisais sur le terrain, que je marquais des buts, j'ai commencé à aller j'ai eu un temps d'adaptation, mais après, petit à petit, je commençais à réussir ici. Mais les gens sentaient aussi cette légitimité d'amour pour le club, pour l'ambiance au Parc des Princes, pour la ville et finalement pour le pays. Et je crois que là, ça a commencé un peu une histoire d'une sorte d'ambassadeur informel entre le Brésil et la France, qui c'est très complémentaire. Hein. Je crois que le Brésil aussi, beaucoup d'aspects, fait rêver les Français. J'ai plein d'amis français qui sont allés au Brésil, qui après reviennent avec un amour aussi important, et vice-versa. Et moi, je crois que je représente ces rapports, et je crois que les deux pays ensemble peuvent encore apporter plein de choses, un à l'autre, et aussi pour la planète aujourd'hui, ou même pour la planète. Mais je suis aussi très fier de cette histoire d'amour qui a commencé en fin 93. Et petit à petit, je me sentais chez moi. Même aujourd'hui, c'est ma deuxième maison. Et voilà, la première en égalité avec le Brésil. Parce que tu fais vraiment partie de la très très grande histoire là, d'un point de vue sportif du PSG. Il y a le titre de champion de France en 94, et c'était pas courant à l'époque. Il y a la Coupe des Coupes en 96.
Et puis tu es élu meilleur joueur du siècle du PSG. Alors ça c'est intéressant parce que je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs qui ont été élus 2 fois meilleur joueur du siècle dans 2 équipes différentes. Parce que précédemment il y avait au FC Sao Paulo aussi. Ouais. Qu'est-ce qui fait d'après toi que y ait une unanimité autour de toi? Parce que ça ne peut pas être que tes qualités sportives, c'est tout ce que tu dégageais en dehors du terrain. C'est immense comme titre d'un point de vue honorifique. C'est immense, c'est immense. Je crois qu'il y a une expression qui peut aider à comprendre ça. On dit souvent, on me dit souvent, c'est capitaine emblématique. Ouais. Donc je suis capitaine d'un moment, c'est il y a 5 ans, 5 saisons, j'ai joué au Paris Saint-Germain, dès 93 à 18. Et c'était une équipe aussi qui jouait très bien, qui ont eu les premiers grands titres de Paris Saint-Germain. On a joué 3 demi-finales européennes de suite, une demi-finale de la Ligue des Champions, qui à l'époque c'était inimaginable, avec beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. Donc on a réussi à mettre Mais il y avait une équipe aussi qui avait un charisme. Ouais. En plus, il y a des choses difficiles, une personnalité, un caractère et un charisme qui faisait rêver au stade, qui faisait rêver les gens, qui dégageait quelque chose de très positif. Et moi, j'étais le capitaine. Donc, quand on parle de capitaine emblématique, c'est très, très lié à le joueur du siècle parce que je représentais, c'est pas parce que j'étais fort, parce que j'ai marqué des buts, parce qu'on a gagné des titres, mais aussi parce que je représentais un moment de l'histoire du club qui a marqué le club. Quand on va dans les tribunes du Parc des Princes, le mot capitaine, il va forcément avec rail. Avec des gens là, qui sont partis du panel et qui vont pouvoir échanger avec toi derrière. On a tous chanté Capitaine Rail à un moment dans les allées du parc. Tu as ce titre à vie, j'ai envie de dire. J'ai des amis qui ont des idées là-dessus pour construire un personnage, raconter l'histoire, un peu comme le capitaine. Ouais, c'est un peu. C'est que j'adore, que c'est passionnant aussi dans le foot, c'est que quand on parle de cette expression, j'adore faire rêver, c'est qu'aujourd'hui, je rencontre des gens de 40 ans, de 50 ans, 60 qui à l'époque avaient 10 ans, 15 ans, et qui l'image, c'est déjà beau à voir, ça marque déjà le foot, quand on aime le foot, quand on aime un club, c'est des images qui marquent, et quand on est jeune, adolescent, et c'est des choses qui restent comme on rêve. Donc aujourd'hui, je rencontre des gens de 45, 50 ans, peut-être parfois plus, qui me voient, commencent à trembler, parce qu'ils sont émus, mais aussi parce qu'il y a le souvenir d'un moment magique de leur histoire, qui le club et moi a fait partie de ces moments aussi. C'est l'histoire que je voulais te raconter avec cette écharpe. Ouais. Cette écharpe, moi je l'ai achetée la première fois que je suis allé au Parc des Princes, donc c'est mon meilleur ami qui est dans le panel, et il y a son père qui est là. Okay. Donc c'était l'année du titre 94, je crois que c'est le dernier match de la saison. Aujourd'hui, c'est mon fils de 10 ans et demi qui la porte. C'est beau, au Parc des Princes. Est-ce qu'on a conscience, à ton niveau, qu'on traverse les familles, les générations, le temps comme ça? C'est des souvenirs incroyables. Je m'en rappelle encore, certainement qui s'en rappellent. Aujourd'hui, c'est mon fils de 10 ans qui la porte autour du cou au parc. Super belle histoire, ouais, ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Merci pour raconter cette histoire. Et oui, je me rappelle quand Ricardo, je crois que le dernier match, quand on gagne le championnat 94, je me rappelle son image qui marque, il sort comme ça. Et on est numéro un. Et c'est vrai que sous le coup, sur le moment, on ne se rend pas compte de l'importance. Bien sûr, on est tendu, on veut. Mais plus le temps passe et après la carrière, on se voit aussi comme supporter. Et on commence aussi à avoir ces rencontres et écouter des histoires comme ça. Je me rappelle d'une histoire. J'ai rencontré une personne qui devait déjà avoir 40 ans et qui m'a dit qu'il arrive son premier match de sa vie. Il arrive un peu en retard au parc. Et donc, il monte les marches. Et quand il arrive, le match était déjà commencé. Et quand il regarde, et moi, je faisais retourner une bicyclette. Moi, je faisais une bicyclette. Il a dit que c'était sa première image de foot dans un stade. C'est retourner. Et donc, pour lui, c'était comme si c'est volé. C'est comme si je volais, ça restait. Et quand ça passe, pour les nouvelles générations,
qui arrive. Là, je crois on peut être très heureux, très heureux pour voir on a laissé un héritage, héritage des valeurs aussi, que les parents sont fiers de passer aux enfants. Avant de passer aux questions du panel, je voulais quand même qu'on parle parce que là on parle beaucoup de sportifs, du super athlète et des performances. Il y a tout ce que tu fais à côté. En 98, tu lances avec ton ami Leonardo, que les gens vont connaître aussi, la fondation Goldel Letra. Est-ce que tu peux nous expliquer le point de départ de cette fondation, ce qui s'y passe et ce qui se passe encore aujourd'hui d'ailleurs? Bon, ouais, depuis en décembre, on va avoir 25 ans. On a lancé cette idée. Quand je rentre, moi j'ai joué jusqu'à mai 98, j'avais cette idée déjà. Et Leonardo partait en Italie pour jouer en Milan AC. Et moi, je lui ai dit, je voulais commencer aussi avec nous. On a toujours le côté du sport collectif. On va faire des choses ensemble. Donc, je lui ai dit, je rentre au Brésil. Je savais qu'il y avait des idées aussi. Je dis, qu'est-ce qu'on pense si on lance un projet social au Brésil, des terrains. Moi, je ne voulais pas seulement faire une campagne, parler. Je voulais apprendre la réalité du Brésil. Donc, on sait toujours qu'on vit un des pays très riches dans plusieurs sources, mais un des plus injustes au monde, sinon le plus injuste au monde quand on voit le potentiel du pays. Et donc je voulais contribuer avec d'une façon ou d'une autre, de prouver que si on donne des opportunités pour des nouvelles générations, ou même des parents, ou pour des gens qui n'ont pas des moyens, qui n'ont pas d'opportunités non plus, et qui peuvent s'en sortir. Et plus que ça, qui peuvent devenir des acteurs des transformations sociales dans leur environnement, dans leur quartier. Donc l'idée des bases, c'était ça. Donc je rentrais c'était quelque chose qui s'est mûrissait dans ma tête depuis quelques années. Et une chose que la France a influencé, c'est parfois quand on vit dans un pays qui est en développement, qu'on a plein de choses encore à améliorer, il y a des choses qu'on voit comme une utopie, un peu, qu'on croit, mais pas trop. Et le fait de vivre en France, moi j'avais une femme qui nous aidait, des ménages brésiliennes, ici en France, elle est venue avec nous et elle avait un enfant aussi. Et moi j'avais un salaire beaucoup plus important, bien sûr, qu'elle, mais nos enfants avaient la même école et le même médecin. Donc il a la même opportunité de base. Et pour moi, ça est devenu un peu le symbole de justice sociale pour moi. Donc, motivé par ça aussi, donc on a monté des grands centres. Aujourd'hui, on a 2, São Paulo et Rio. Il y a 5000 enfants et jeunes qui viennent toutes les semaines. Mais au départ, c'était ça, c'était de contribuer dans ce mouvement pour construire un pays plus juste socialement. Et aussi, quand on dit l'inspiration, d'utiliser ces pouvoirs de mobilisation, de communication que le sport a, pour le foot surtout, pour des causes qui nous on croit. Donc nous on croit beaucoup au sport pour le développement, on croit beaucoup à l'éducation, donc améliorer la qualité d'éducation publique au Brésil, surtout dans des quartiers difficiles. Donc on a monté ces grands centres qui à la fois des activités artistiques, culturelles et sportives, et qui complémente un peu ce que l'école fait, et en même temps valorise l'école publique, investit dans la formation des éducateurs dans les écoles publiques aussi, qui ont fait des partenariats avec les écoles publiques. Donc ils ont fait ça depuis 25 ans, on a beaucoup appris, il y a eu des résultats incroyables. Plus de 30 000 enfants et jeunes sont passés, plus leur famille. Et aujourd'hui, on est très fiers, on est reconnu par l'UNESCO, UNICEF, comme une référence. C'est ça un peu le but aussi. Qu'on soit à l'inspiration aussi pour des nouvelles initiatives et notre méthodologie soit reconnue pour tout ce qu'on fait, les résultats, mais aussi pour inspirer d'autres personnes, surtout d'autres sportifs aussi, à s'investir comme nous on a fait. Alors, on parlera un peu plus tard là, dans cette émission de toutes tes actualités, et il y en a beaucoup, parce que tu continues à être très très actif et très engagé, mais je crois savoir que dans notre panel, il y a plusieurs questions pour toi. Avec plaisir. Rai, bonjour. Bonjour. Je suis Julienne. Bon dia. Bon dia. Tu nous parles beaucoup de tes rêves, et en vivant tes propres rêves, tu nous as fait rêver aujourd'hui. Et donc ma question, c'est quels sont les prochains rêves de Rai pour les années à venir ? Ah oui, bonne question. On a le temps parce qu'il y a beaucoup de... Bon, merci. C'est
compatriote qui vient de Bahia. Bahia, c'est une région incroyable, magique, et qui m'a fait beaucoup rêver aussi. Et bon, moi, on va en parler un peu plus. Moi, je suis en France depuis 1 an et demi. Je suis redevenu parisien. J'étais au Brésil après ma carrière. Je venais toujours assez souvent en France. J'ai une fille qui habite ici, qui s'appelle Raissa, qui habite en France, qui travaille ici, qui a fait ses études ici, et est restée. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de redevenir parisien pour revenir dans cette source qui m'a beaucoup fait rêver aussi. Mais aussi avec un but de faire une formation des politiques publiques, pas loin d'ici, à Sciences Po. Et l'idée, c'est aussi, l'idée, c'est pas seulement le sujet, on va en parler un peu plus, mais l'idée, c'est de revenir à l'université. Je dis que c'est pour provoquer les neurones, des nouvelles idées, pour échanger, nouveaux échanges aussi, de nouvelles informations, quelque chose qui me provoque. Et depuis 1 an et demi. Et donc, j'ai un projet qui, avec cette formation, d'utiliser tout ce que j'ai appris avec Godelettra aussi, cette mélange entre le sport, les arts, la culture, au cœur d'une ville, pour le développement humain. C'est pour ça que j'ai fait des politiques publiques. C'est pour adapter tout ce qu'on fait dans un centre éducatif, social, à Godelettra, adapter comment on peut faire ça pour toute une ville, de penser cette méthodologie qu'on a développée pour que ce soit pour tout le monde, pour tous, pas seulement pour les enfants, pour les jeunes, mais pour les fonctionnaires, tout ça, pour qu'ils puissent faire de la musique, du théâtre, le sport, qu'on a des possibilités dans toute la ville. Et qui ça, je crois que ça c'est un pouvoir de rendre. Quand on me demande quelle est la problématique de mon mémoire que je vais construire, c'est la problématique, c'est qu'on est en train de perdre un peu de ces côtés de socialisation avec tout ce qui se passe. Un peu, on devient plus radical, on voit moins, on coopère moins, on devient plus les extrêmes, on cherche les extrêmes. Et je crois que ce sont des activités et des ambiances, construire des ambiances qui rapprochent les gens, qui redeviennent dans un chemin d'être plus humain, une vie plus humaine. Donc, le rêve, c'est de devenir un monde plus humain et que ça dure plus longtemps aussi, qui penser à l'avenir. Merci beaucoup. On a une autre question ? Moi, ma question, la retraite de Rai, plutôt à 62 ans ou à 64 ans ? Ma retraite, bon, moi, au foot, je suis traité à 35 ans. C'est une discussion profonde qu'il faut qu'on aille au bout. Mais en même temps, il faut savoir que les gens, parfois, ils veulent... on parle de la retraite, mais pas pour arrêter de travailler. Parce que les gens vont continuer à avoir des projets, ils ont encore de la santé. Et parfois, le fait de donner des moyens pour qu'ils puissent faire d'autres choses, qui va produire des choses pour la société aussi. Ça ne veut pas dire qu'il va être à retraite, il va rester il va rien faire. Donc, je crois qu'il faut aussi, dans la discussion, aussi rajouter ça. Comment on peut, dans un nouvel moment de la vie, motiver les gens, donner des moyens pour qu'eux aussi puissent être productifs dans une autre activité et pour la société. Bon, c'était pas un cadeau ta question. Ouais. Je me suis bien sorti des polémiques. Déjà, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Je trouve que vous êtes humainement très touchant. Et alors ma question, c'est est-ce que vous seriez prêt à occuper le poste de directeur sportif au PSG si l'opportunité se présentait ? Bon, on va parler. Aujourd'hui, je suis dans un autre projet. On peut en parler maintenant si tu veux. D'accord, le Paris FC, c'est le deuxième club à Paris. En fait, quand je me suis décidé à revenir à Paris, bien sûr, il y avait la formation, mais il y avait aussi, je voulais d'autres projets aussi professionnels. Et bon, jamais eu le PSG depuis longtemps a déjà un projet. Il y avait des gens en place, et donc il y a des moyens, il y a tout ce qu'il faut. Et bon, j'ai jamais été non plus approché pour quelque chose comme ça. Moi, quand j'ai pensé venir en France, moi j'étais quelques années directeur sportif de Paris, São Paulo FC.
Donc en France, je voulais avoir un autre rôle. Donc je me suis mis dans un... j'ai connu le projet de Paris FC. Ils ont construit un super centre d'entraînement à Orly. Ça joue aujourd'hui à Charletti, mais il y a un projet de nouveau, un vrai stade de foot, qu'on va voir où ça va se passer, mais qui est en deuxième division, qui en est pas loin de... On va faire en sorte, moi c'est mon rôle aussi, je suis devenu l'ambassadeur de Paris FC, pour donner des moyens, amener des nouveaux investisseurs, c'est déjà fait, des gens qui sont arrivés avec moi, d'autres partenaires, des sponsors, pour donner encore plus de moyens pour que Paris puisse avoir une autre... C'est la seule ville en Europe qui a qu'un seul club en première division. Donc pour l'instant, je suis mis dans un autre projet. Bon, bien sûr, qui est la vie est longue. Après, ça, ma troisième retraite, peut-être la quatrième retraite, peut-être que ça peut devenir un autre projet avec. Mais là, je me suis mis dans ce projet-là passionnant. C'est aussi de la ville, hein, c'est Paris. Moi, je rigole, je dis, ici c'est Paris aussi. Ce nouveau projet, c'est Paris aussi, c'est Paris FC. Et je crois que ça va faire du bien à la ville. C'est un projet aussi qui des gens qui ont un vrai projet, des valeurs que je tiens bien à cœur. Plus je connaissais le projet, il y a une équipe filles, c'est la troisième qui, là, ils vont jouer les dernières journées pour être en Ligue des Champions. Ils peuvent aller en Ligue des Champions. Et c'est pour montrer un peu l'esprit du projet. C'est le seul club au monde, peut-être que j'ai d'autres pays que je ne connais pas tous, mais qui a les mêmes conditions pour les filles et les garçons. Ils ont les mêmes conditions, les mêmes qualités de vestiaires, les mêmes terrains d'entraînement, les mêmes terrains des matchs. Et c'est rare que ça arrive. Donc ça montre un peu qu'ils ne pensent pas aux résultats sportifs des garçons. Donc, il y a la parité, il y a la formation. Il y a la formation non seulement sportive mais humaine, des choses que je tiens bien au cœur. Donc, et moi, je viens apporter aussi des nouvelles idées dans le développement du club, non seulement du côté sportif, mais aussi le côté humain. Donc, pour l'instant, je me suis mis, il ne fait pas longtemps, dans un très beau projet. Donc, pour les prochaines années, c'est ça, dont la partie foot, c'est mon focus, ça va être là-dessus. Petite précision, parce que tu parles du rôle d'ambassadeur, on en connaît plein, c'est très très bien, mais toi c'est ambassadeur actif, tu as avec une ambition, c'est de monter aussi en Ligue 1 et de venir faire de la performance. Exactement, ouais. C'est pas un ambassadeur d'image. Moi, je participe des réunions toutes les semaines, des réunions commerciales, des réunions des stratégies pour le développement du club dans les prochaines années. Donc, je suis très, très actif. J'adore aller suivre les équipes. Je vais à tous les matchs quand c'est à Paris. De temps en temps, je vais moi, j'étais voir aussi un super match, les filles. Paris Saint-Germain contre le Paris FC. Donc, il y a déjà le derby parisien des filles. Et c'était 0-0, très serré, un très beau match. Et donc, je suis très, très actif. Une autre question ? Alors, vous disiez dans un reportage quand vous avez quitté Paris que vous seriez avis supporter de l'équipe du PSG. Est-ce que vous comprenez la colère des ultras aujourd'hui ? Oui, parisien à vie, je disais sur le reportage. Oui, ça c'est sûr. Et oui, on comprend, bien sûr, on comprend la colère. Il y a toute une attente là, non seulement de jeu, mais aussi d'un état d'esprit, un âme, d'une équipe qui incarne un peu ce qui a toujours touché les supporters. On sait, bien sûr qu'aujourd'hui, moi j'ai joué 5 saisons ici, et on a gardé un très beau souvenir en général, mais il y a eu des crises aussi, et il y a eu des moments tendus avec le supporter aussi. Ça fait partie des grands clubs hein, aussi, mais en même temps, on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent améliorer dans le club, et comme supporter, comme quelqu'un qui veut du bien au Paris Saint-Germain. On n'a pas à l'intérieur du club donc pour savoir tout ce qui se passe, mais je l'espère qu'ils vont trouver le bon chemin pour trouver non seulement ces côtés on parlait de un groupe qui dégage des choses positives, un projet qui dégage des choses qui représente aussi ses supporters, et pour que les supporters puissent avoir une équipe qui
qui non seulement joue bien, mais aussi qui dégage quelque chose de positif. Allez, on va prendre encore 3-4 questions. Bonjour Rai, Sébastien, vous avez été un capitaine emblématique à la fois de la sélection et aussi du PSG. Vous avez jamais songé à être entraîneur? Oui, juste quand j'arrête le foot, je voulais quitter complètement. Moi, j'ai toujours aimé, on parle d'inspiration. Moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir d'autres choses dans la vie, du théâtre, du spectacle, du cinéma. On parlait que moi, j'ai une société au Brésil qui a des espaces dans des stades de foot aussi, qui s'appellent des box, des loges dans des foot comme un business. Mais aussi, on a un projet culturel. On a une salle de cinéma qui marche très bien. Et donc, j'étais très lié toujours à d'autres activités. Donc, comme le foot a passé 15 ans très intense, presque 20 ans très intense, qui pensait presque 100% de temps au foot. Dès que je pouvais, je faisais d'autres choses, je prenais des cours ici et là. Et donc, quand j'ai arrêté, je voulais quitter complètement avec le foot. J'ai lancé Go de Letra, j'ai commencé d'autres projets liés à la culture. Et après 6-7 ans, quand le foot commençait à me manquer un peu plus, ça me passait dans la tête. Mais le fait de vouloir toujours avoir plusieurs facettes différentes, de plusieurs thèmes différents, travailler, être impliqué dans différents thèmes, le métier d'entraîneur ne permet pas. Quand tu es entraîneur de foot, tu dois vivre 100%, parce qu'il y a encore plus que les joueurs, parce que pendant les vacances, il y a le recrutement, pendant que tu ne joues pas, il y a les adversaires qui jouent, il faut suivre. Donc, penser 100% du temps, donc je ne voulais pas pour ma vie. Donc, ça m'a donné envie. J'ai pensé, est-ce que je veux rentrer là-dedans, dans cette rythme, encore une fois. Je pensais, mais je crois que je suis pas, j'ai pas toutes les, j'ai beaucoup de compétences pour être entraîneur, mais il y a ces côtés-là qu'il faut vivre 100%, que je voulais pas pour mon rythme de vie. Bonjour Rai, Philippe. Au cours de votre carrière, quel est l'adversaire et le partenaire le partenaire qui vous a le plus impressionné au cours de votre carrière? Bon, moi j'ai joué avec plusieurs grands joueurs. Ouais. Je vais parler de deux avant-centres, parce que moi j'étais aussi là le milieu qui donnait des assistances de dernière passe. Romario, qui était un joueur exceptionnel, et Georges Weah, aussi quand j'arrive. Bon, il y avait plusieurs, il y avait Ginola, il y avait des Valdo, des super grands joueurs, mais Georges Weah, qui est devenu président de son pays. Et lui, il était, juste un an après qu'il parte du PSG, il était Ballon d'Or, donc ça montre aussi le niveau qu'il avait. Et j'ai joué contre Maradona, par exemple. C'est un des joueurs qui a marqué l'histoire, un des plus grands de l'histoire du foot. Un des plus grands, parce que pour nous Brésiliens, c'est toujours Pelé, bien sûr, des loin. Et peut-être pour compléter un peu cette question, le joueur, on va dire, du PSG actuel, avec lequel tu aimerais jouer, tu aurais voulu jouer, tu te serais vu distribuer des passes décisives? Ah, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Bon, il y en a un qui c'est facile, c'est Mbappé. On jette le ballon devant, il arrive. Et c'est impressionnant tout ce qu'il fait. Mais je crois qu'une chose, bon, Neymar, Messi, c'est tous des joueurs que j'aurais rêvé de jouer. Et Marquinhos aussi. Mais une chose différente par rapport à... C'est bien, parfois, on parle beaucoup, parfois c'est trop d'argent, c'est vrai, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais une chose qui est très différente par rapport à mon époque, c'est qu'aujourd'hui, chaque grande équipe, ces grandes équipes qui ont beaucoup de moyens, c'est des vraies sélections. Ils jouent, à mon époque, chaque club avait des grands clubs. Il y avait 4-5 joueurs internationaux. Aujourd'hui, on a 15, parfois plus. Donc, on voit le banc des touches, c'est des joueurs qui jouent dans leur équipe nationale. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on arrive dans des clubs à mettre ensemble des hyper joueurs, des super joueurs, 15, 17 grands joueurs qui jouent à la fois des différentes façons de jouer, tout ça. Donc, aujourd'hui, si j'aurais pu faire, c'est de jouer
avec une équipe comme ça qui sont meilleurs des joueurs du monde, donc tous dans la même équipe, qui en a plusieurs aujourd'hui. C'est une chose que ce serait bien aussi, de vivre. Bonjour Rai, Louis. Bonjour. Moi j'ai connu le Paris Saint-Germain en 2015 et donc ça rejoint un peu la question de la colère des ultras. Je veux savoir ce que tu penses de l'ère qatari en général, des choix de recrutement du club et aussi de sa direction. Bon, je suis plus lié à un autre projet, mais oui, je crois qu'une des choses qui peut-être était pas très bien planifiée, c'est que quand ils arrivent déjà, le but c'était déjà, bon là, il y a l'attente, je ne sais pas si c'est une problème de communication ou si c'est l'attente parce que tout ce qui arrivait, tous les changements qu'il y a eu, l'attente c'était de gagner la Ligue des Champions. Et je crois que donc à chaque année qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions, on est déçu complètement. Bien sûr qu'aujourd'hui, je crois que c'est, même si le PSG gagne le championnat, c'est des déceptions pour d'autres choses aussi. Mais il y a eu pas mal de saisons que c'était de bonnes saisons, mais à chaque fois qu'on perdait en quart de finale, aux demi-finales, souvent au huitième de finale surtout, mais en quart de finale souvent, on avait l'impression que c'était la fin du monde parce qu'il y a eu un message qui est passé, on va gagner la Ligue des Champions. Et on sait que c'est pas si facile. Donc. Et le fait d'avoir cette pression, ça a créé de temps en temps, parfois des saisons, ça crée une ambiance difficile entre les joueurs parfois, entre les joueurs, entraîneurs, dirigeants. Et cette tension, c'est pas... Donc je crois qu'il faut, pour gagner aussi, il faut essayer, je ne sais pas parce que bon, je ne suis pas à l'intérieur, mais essayer de construire une ambiance un peu plus léger, plus sain, et avec aussi une meilleure entente avec les supporters. Et une dernière question, je voulais savoir quelle était ton idole quand tu étais petit. Bonne idole quand j'étais petit comme joueur. Moi j'avais une super génération de mon frère, 11 ans plus âgé que moi, donc Socrates mon frère, mais aussi Zico, c'était un des grands. Il y avait Zico, Falcon, mais Zico c'était à côté de mon frère, c'était les deux idoles. Et moi, j'avais un grand idole en France, qui c'était comme un exceptionnel joueur, c'est Platini. Platini, pour moi aussi, c'était une référence aussi pour moi, un super joueur. Et en dehors de foot, c'était moi quelqu'un qui, j'ai pas vécu, mais que c'était mon inspiration, c'était Genji. Genji, pour moi, c'est toujours une inspiration, parce que c'est quelqu'un qui est un révolutionnaire à travers de l'amour et une action de paix, mais qui est révolutionnaire déjà. On arrive à la fin de cette masterclass. Juste pour conclure, parce qu'on a balayé évidemment beaucoup de sujets, est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'on a beaucoup parlé d'inspiration et d'héritage, moi j'ai l'impression qu'en revenant au tout début de cette masterclass, quand tu nous parlais de ton père et de son ambition pour vous d'être structuré évidemment sur les terrains de foot, mais également en dehors, j'ai l'impression que c'est un peu ce relais-là, ce témoin-là sur lequel tu consacres toute ta vie. Ça pourrait être une conclusion de ton côté, ça ? Oui, sûrement. Quand je parlais de mon père, et mon frère aussi, qui s'est inspiré de mon père, c'était un des seuls joueurs qui était joueur et d'auteur. Il a fait, je ne sais pas comment il y arrivait, il a fait la médecine, l'université de médecine, il jouait au foot au haut niveau au même temps. Il a tenu de rester dans une équipe moyenne jusqu'à la fin de ses études. Et donc, lui, c'était quelqu'un aussi qui a créé un mouvement dans le sport qui s'appelait la démocratie corinthienne. Il était très actif le côté aussi engagement, un activiste. Et lui, il a aidé, il a fait un mouvement, a aidé le Brésil, qui vivait une dictature à l'époque. Donc, pour l'influence de notre père aussi, on est toujours actif aussi, attentif au niveau politique aussi pour faire changer le monde. Dernier mot pour conclure, tu parles d'engagement. Une petite seconde sur Goldel Letra parce qu'il y a un développement qui se fait également en France et j'aimerais bien que tu puisses en parler. Et puis si tu peux adresser évidemment un dernier mot d'inspiration à toutes les personnes qui vont te regarder. Il n'y aura pas que des futurs footballeurs, mais certainement des jeunes gens qui ont envie d'évoluer dans la bienveillance et d'être performants. Ça. Donc, peut-être que tu auras un message pour ces gens-là. Bon, Goldel Letra est à l'antenne en France depuis quelques années.
bon, la motivation de cette antenne, c'est que plus on faisait des choses là-bas au Brésil, les amis français, des Français qui adorent le Brésil, qui sont présents, qui ont connu le Brésil, ils sont toujours intéressés. Donc on va monter une antenne pour faciliter cet échange. Donc tout le monde qui veut savoir plus de mes activités, mais surtout des Go-de-Lettres ou qui veulent participer des Go-de-Lettres, il y a une antenne ici, c'est juste chercher. On mettra évidemment là, sur les écrans toutes les informations qui vont bien. Exactement. Et on organise des événements, mais on fait connaître Go-de-Lettres, l'antenne ici. Et aussi, on fait des échanges des jeunes. Depuis 20 ans, tous les années, il y a un groupe de jeunes brésiliens qui viennent ici passer un mois d'échange avec d'autres jeunes d'autres associations françaises qui font des activités de découverte, qui ouvrent leurs esprits. C'est une inspiration aussi qui change leur vie, leur possibilité dans la vie. Mais aussi des groupes de Français qui partent là-bas, qui on les accueille. Là-bas aussi, c'est une expérience très, très intense pour eux. Et donc, on est ouvert ici en France pour les gens qui veulent participer, bien sûr. Et le dernier message, je crois que je vais laisser un message spécial pour les jeunes qui adorent le sport, peut-être les futurs sportistes, les sports prennent de plus en plus place dans la société, non seulement économie, sociale, politique, et aussi, ces côtés de... donc il y a une responsabilité là-dessus. Il faut que les clubs et les jeunes aussi se rendent compte de l'importance qu'ils peuvent avoir pour la société et qu'ils essayent, comme mon père a fait en sorte que nous on fasse, de se préparer pour, si jamais un jour ils deviennent un sportiste de haut niveau, qu'ils sachent aussi utiliser ça pour des bonnes causes. Merci beaucoup, Rai. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, vous l'avez vu même, c'est une légende qu'on a reçue. On a été très très honorés. Merci à toi 1000 fois. Quelques remerciements avant. Je voulais remercier Solène d'Argenton. Elle saura pourquoi, pour la mise en relation. Flavie et Adélaïde, donc l'équipe de choc à mes côtés. Astrid qui est venue donner un coup de main. Elona qui était au make-up. Évidemment, le panel, vous avez été incroyable. On espère que ce moment vous a... pas tous. Que ce moment vous a plu. Je voulais remercier Sub de Pub qui est le partenaire également de cette masterclass. Voilà, c'était encore une fois un lien assez évident dans la transmission, dans la création et tout un tas de jolies valeurs. Le Donka Comedy Club qui nous a reçus et Fonzi ici présent, merci pour votre accueil. Merci. Merci à toutes et à tous. On vous donne rendez-vous très bientôt. On aura encore d'autres invités prestigieux dans tout un tas d'univers. Thierry Marx, Richard Orlinski, vraiment des grandes surprises qui arrivent. Pensez à commenter, liker, partager et à vous abonner à cette chaîne. Puis parlez-en autour de vous, on a de jolis contenus qui arrivent. Merci beaucoup et encore une fois, merci à toi. Merci, à toi. un plaisir.